Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Les 5e Jeux africains s'ouvrent cette semaine à Gaborone, au Botswana, où se sont envolés des athlètes de la République démocratique du Congo, engagés dans 10 disciplines. Absence à signaler, celle des footballeurs. La situation de la voirie urbaine demeure préoccupante dans la ville de Kinshasa au point où les intempéries de ces derniers temps sont venues en rajouter. Douloureuse illustration, les quartiers Kindele et Kimwenza se retrouvent enclavés. Conjoncture, le cadre macroéconomique se maintient à merveille et la troïka stratégique du gouvernement s'en est rendu compte hier. Par ailleurs, la RDC a été félicitée par l'UNESCO pour son programme de construction d'écoles. La réunion de la troïka stratégique s'est tenue hier à la primature où s'est présenté également le représentant légal de la communauté islamique du Congo qui est allé soumettre au Premier ministre les préoccupations des musulmans sur l'édification des écoles et centres de santé dans le pays. L'imam Cheikh Ali Mouininkou a sollicité le soutien du gouvernement à cet effet. L'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein des écoles conventionnées islamiques est le leitmotiv qui a conduit ce lundi l'imam Cheikh Ali Mouini à l'hôtel du gouvernement. À 2 mois de son investiture, le représentant légal de la communauté islamique au Congo se penche déjà sur l'éducation de la jeunesse. Venu présenter des civilités au Premier ministre et lui témoigner du soutien de la communauté islamique, l'imam en chef veut solliciter en même temps le concours du gouvernement pour que soient construites des écoles islamiques de la modernité. Cette saison, c'est la première fois parce que je viens d'être élu il y a 2 mois et nous sommes venus voir l'autorité. Nous avons beaucoup d'écoles à travers la République démocratique du Congo. Et nous comptons aussi construire d'autres écoles, et cela par le soutien du gouvernement. Il est à noter qu'en dépit des questions sur l'éducation, la rencontre entre le chef de la primature et le représentant légal de l'Église islamique a aussi porté sur des questions de santé. Entre le président de l'Assemblée nationale et la société civile, l'heure est à la course à la montre après l'ultimatum de 72 heures lancé hier aux activistes pour qu'ils désignent leurs délégués devant siéger à la Commission nationale des droits de l'homme. Aubin Minakou tient à ce que le mouvement associatif s'exécute rapidement. Suivez. Cet engouement devant la salle des banquets du Palais du Peuple démontre combien les organisations non gouvernementales qui militent pour la promotion des droits de l'homme sont partagées sur les futurs animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme. Alors que seuls les points focaux de ces ONG étaient conviés à la réunion ce lundi avec le bureau de l'Assemblée nationale, toutes les délégations se sont pointées. Un désordre qu'a même fustigé le président de la Chambre basse du Parlement. Nous avons constaté depuis la dernière réunion qu'il y a quelques difficultés dans le chef des associations œuvrant dans les domaines des droits de l'homme. Et puisqu'il y a des difficultés, des contradictions entre ces associations, nous devons nous assumer en tant que bureau. C'est ainsi que nous leur avons fixé un délai de 72 heures afin qu'ils puissent harmoniser leurs divergences, qu'ils puissent ensuite choisir les différents points focaux par composante, ce qui permettra à l'Assemblée nationale de mettre en place la Commission nationale des droits de l'homme. 72 heures de sagesse, au cours desquelles toutes les divergences doivent être aplanies. Les personnes avec handicap, leur structure, c'est la FECOPEA. Ça, c'est quelque chose qui est une émanation de l'ensemble des personnes vivant avec handicap. Oui. Et où, même par la province, nous avons les ligues provinciales, donc nous n'avons pas de problème. Et à ce jour, qu'est-ce qui dérange? Que peut-être des associations privées voulaient évidemment... vous comprenez, donc ils voulaient prendre la place. Oui, la confusion. Oui. On ne peut pas laisser ce genre de confusion. Oui. On sait que la FECOPEA, c'est l'émanation. C'est la base de tous les handicapés du Congo. Bon, il était important que cette rencontre se tienne pour que chacun de nous qui n'arrive pas peut-être à faire confiance aux gens qu'ils ont délégués
parce que vous déléguez des gens et puis en même temps vous voulez vous-même venir participer aux réunions. Et ça prouve qu'il y a un désordre. Mais au sein de la société civile, pour les organisations ONGDH, il n'y a pas de désordre. Nous avons été contents de la position du président de notre président, parce qu'il a senti qu'il y a tripatouillage. Il a donné 72 heures pour que chaque camp, chaque groupe puisse harmoniser afin qu'on amène des résultats qui sont fiables. L'autre institution d'appui à la démocratie déjà opérationnelle, en l'occurrence la Commission électorale nationale indépendante, organise en son siège des journées portes ouvertes qui ont débuté hier dans la soirée. Il était question pour les premiers conviés, les chefs des confessions religieuses, de découvrir le cadre de travail de la CENI et se rendre compte de la façon de travailler de cette structure. Suivez. Une première à la Commission électorale nationale indépendante. Cet organe d'appui à la démocratie ouvre ses portes aux différents acteurs impliqués dans le processus électoral. Objectif, se faire une idée du fonctionnement des différents services. La cérémonie inaugurale de ces journées portes ouvertes a eu lieu lundi dans la soirée au siège. Ces journées portes ouvertes que nous démarrons ces jours revêtent une importance capitale pour tous les acteurs du processus électoral. Elles constituent une occasion de voir comment la CENI travaille pour l'amélioration du système électoral en RDC. Cela étant, avant de terminer, nous voudrions adresser au nom de M. l'abbé président de la CENI mon sincère remerciement à chacun d'entre vous qui est présent dans cette salle pour avoir répondu à notre invitation. Puissent vos encouragements et contributions apporter une valeur ajoutée dans cette entreprise qui est l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées. Première cible, la commission d'intégrité et médiation électorale. Au-delà des explications fournies, ces chefs des confessions religieuses ont bénéficié des projections cinématographiques sur la CENI. Tous les indicateurs économiques sont au vert à la grande satisfaction du gouvernement qui a été en même temps encouragé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science pour son programme de construction de 1000 écoles par an à travers la République démocratique du Congo. La rencontre stratégique de la Troïka de ce lundi a observé la stabilité du cadre macroéconomique. Un motif de satisfaction du gouvernement qui relève la réussite de la prise en compte de plusieurs projets par les instances internationales telles que l'UNESCO sur le plan de l'éducation. La Troïka vient de constater avec satisfaction la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique. C'est traduisant par la stabilité des prix intérieurs. Cette semaine, nous avons un indice hebdomadaire d'inflation qui se situe à 0,023%, ce qui est identique à la situation qu'on a connue la semaine dernière. Et donc, au niveau du marché d'échange, le franc s'échange à environ 925 francs pour les dollars. Et donc, cette stabilité du cadre macroéconomique est une bonne chose parce qu'elle rassure. Même son de cloche en ce qui concerne la réserve internationale. La Troïka entend continuer de réfléchir sur des questions d'ordre monétaire. Vous avez vu que le projet de 1000 écoles que poursuit le gouvernement a attiré l'attention de l'UNESCO et au courant de la semaine dernière, le chef du gouvernement a été en Asie pour préférer la présentation de ce projet au niveau donc, de l'Assemblée générale de l'UNESCO. Il est de bon augure que le gouvernement congolais se lance effectivement dans la modernisation de la vie des Congolais. Des nouvelles pas suffisamment heureuses du côté du programme alimentaire mondial puisque l'Agence des Nations Unies réduit son assistance en RDC à cause des contraintes financières des 2 millions de personnes assistées. Le PAM en pourra subvenir en 2014 qu'aux besoins d'1,5 million de demandeurs et en conséquence, la moitié de ces bureaux sera fermée dans le pays. Le programme alimentaire mondial ne pourra pas tenir sa promesse d'assister 2 millions de personnes en 2014. Les contraintes financières ne permettront pas à cette agence des Nations Unies d'atteindre cet objectif. Le chiffre est revu à la baisse.
Le PAM se contentera d'assister 1,6 million de personnes touchées par l'insécurité alimentaire. Le nombre de bureaux est aussi touché. Le PAM passe de 14 à 7 bureaux. Ceux de Beni, Kindu, Mbujimayi, Dungu, Ango, la base logistique de Kaboko en Ouganda et celle du Nord Kivu sont fermés. Et on a trouvé que certains des endroits n'étaient pas vraiment techniquement nécessaires. Je vous ai parlé du bureau de Beni, qui était plutôt un hub, une plateforme logistique, comme d'ailleurs le bureau de Gemena était plutôt une plateforme logistique. Donc nous travaillons différemment aujourd'hui. Ango, on a fait une passation vers la HR parce que le groupe cible là-bas, c'est plutôt les réfugiés. Et leur programme est plus important que le programme du PAM. En RDC, 10% des personnes sont touchées par la malnutrition. Le PAM promet d'orienter ses activités afin de sauver des vies dans les zones à insécurité alimentaire sévère et affectées par les conflits. Il est clair qu'il faut se dire, c'est pas seulement d'y vivre, parce qu'au moment que vous avez pas d'accès à l'eau, vous avez aussi un problème avec l'estomac et puis le vivre passe par là. Au moment que vous n'avez pas accès aux soins, comment vous pouvez récupérer? Vous avez le sida, vous êtes affaibli, il faut manger mais aussi bien prendre des médicaments. Donc je parle d'une chiffre globale qui est un chiffre qui n'est pas seulement une crise nutritionnelle parce qu'il n'y a pas suffisamment à manger, mais plutôt une crise nutritionnelle parce que quelque chose manque dans le menu d'une personne normale. Quant au problème des expulsés de Brazzaville, le Programme alimentaire mondial pourrait intervenir exceptionnellement après une enquête de vulnérabilité que va mener ses partenaires. Pour rappel, le PAM n'est pas opérationnel à Kinshasa. Peu intéressant également pour les habitants de Kindele et Kimwenza, qui les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale ont emporté la route qui les relie à l'université de Kinshasa, emportée car coupée en deux. Gaël Kibungu. Ce qui était pressenti depuis de longs mois par les usagers de cette voie jadis asphaltée est finalement arrivé. Ce aux grandes dames des habitants de ce coin de la capitale. Les Chinois n'ont pas achevé leurs travaux. Nous avons pris la relève avec nos moyens réglementaires. Que les autorités pensent à la sécurité. C'est aussi à Lukunga comme la commune de Gombe et autres. Aux prochaines élections, on va sanctionner sévèrement les candidats députés. L'eau, symbole de vie, et nul ne l'ignore, la pire ennemie des routes. Et puisque personne ne lui a barré le chemin, elle a pris le temps de tout détruire sur son passage. Si l'on peut encore jouer à l'acrobate sur la première partie du tronçon, la deuxième est carrément impraticable depuis les dernières pluies. Je souffre énormément. Je vends du maïs, mais je ne sais pas comment faire mes transactions et étaler ma marchandise. Le gouvernement a entrepris les travaux, mais cet état de choses nous rend la vie dure. Je pense que les religieuses peuvent prendre les choses en main. Ceci est le résultat de l'inachevé. La révolution de la modernité est attendue de pied ferme dans cette partie de la capitale qui, en plus d'activités économiques, renferme de nombreux établissements scolaires et académiques de qualité. Le comité de gestion de l'Institut national de préparation professionnelle poursuit sa politique de construction centre des formations. Cette fois-ci, c'est le Bas-Congo et le Sud Kivu qui vont bénéficier de ce vaste projet grâce à l'appui de l'Agence française de développement qui a apporté une enveloppe de 25 millions d'euros. Cap sur les autres provinces après le démarrage des travaux de construction du bâtiment INPP Kinshasa. Le comité de gestion de l'Institut national de préparation professionnelle, avec l'appui de l'Agence française de développement, a pris l'option de réaliser son projet de construction dans des centres de formation, et cela en 2 phases. Les constructions des centres sur le premier projet devraient démarrer, si tout va bien, avant la fin de l'année. La dynamique en cours va nous permettre d'enclencher d'autant plus rapidement le deuxième projet. Et du coup, on l'espère, de démarrer les constructions sur le deuxième projet dans le courant de l'année 2015. Le deuxième projet, il visera à amplifier les actions faites sur le premier projet, à la fois ici au niveau de la direction générale
et également dans les provinces déjà appuyées sur le premier projet, donc le Sud Kivu et le Bas-Congo, et également de travailler sur des nouveaux centres de formation. Le directeur général de l'Institut et le chef de la délégation de l'AFD ont ainsi évalué les différents résultats des travaux en cours. Nous sommes à l'étape d'identification des provinces qui vont faire l'objet de l'appui de l'AFD pour la seconde étape et qui sont déjà en ligne de mire, c'est-à-dire que nous avons déjà la province de l'Équateur, la province orientale ainsi que le Nord Kivu et qui vont aussi bénéficier de cet appui-là et pourquoi pas les autres provinces qui ne sont pas citées au jour d'aujourd'hui et qui pourront avoir l'effet d'entraînement par rapport au projet que nous allons pouvoir mettre en place. L'aide de l'AFD est de 25 millions d'euros et à ceux-ci s'ajoutent les 23 millions de la coopération technique japonaise. Un autre comité de gestion est celui de la société minière de Bakwanga qui a pris désormais son fauteuil en remplacement de l'ancien comité arrivé fin mandat depuis 2012. Cette nouvelle équipe dirigeante est appelée à la bonne gestion et à la bonne gouvernance pour atteindre les assignations du gouvernement. Franck Mbambi. Depuis 4 jours, la société minière de Bakwanga a une nouvelle équipe dirigeante. Il s'agit du conseil d'administration mis sur pied par le chef de l'État, Joseph Kabila. Ce conseil sera patronné par le professeur Jean-Pierre Tchibangu Kachidikaya. Hubert Kazadi Mabika se voit confier, lui, le comité de gestion avec à ses côtés M. Boulaboula et Dieudonné Mbaya. L'ordonnance présidentielle qui nomme ces organes de gestion à la MIBA est saluée par la délégation syndicale générale. Dans son communiqué rendu public ce lundi 19 mai, la délégation syndicale MIBA exprime sa reconnaissance au président de la République pour avoir pris en compte leurs propositions. Elle remercie également la ministre du portefeuille et le gouverneur de la province du Kasaï oriental pour leur implication dans les dossiers MIBA. La délégation syndicale compte sur les qualités et les prouesses de membres du nouveau conseil pour redonner à la MIBA sa robe d'autrefois. Le nouveau comité de gestion a remplacé l'ancien constitué de Geoffrey Obian et Madame Mélanie Fouta. Un comité fin mandat depuis 2012. Au Bandundu, il se tient un atelier de réflexion axé sur la survie du lieu de cette province et à l'absence de la visite du chef de l'État ainsi que de son épouse depuis 6 ans. Cette activité organisée par la société civile connaît la participation des organisations non gouvernementales de développement des confessions religieuses et autres partenaires sociaux. Joumar Fawa. Organisée par la coordination de la société civile du Bandundu et les couches de la population de la ville de Bandundu, dont les représentants des partis politiques, des confessions religieuses, la notabilité locale et les chefs coutumiers se sont réunis comme un seul homme dans la salle polyvalente de l'église Notre-Dame du Rosaire de Bandundu-Ville pour réfléchir sur la succession du chef-lieu de la province. Pendant près de 5 heures, les participants sont arrivés à faire des analyses systématiques sur la situation et les causes qui enfreignent le développement du chef-lieu de la province. Hormis les efforts que doit déployer chaque habitant de ville pour la développer, la société civile et les autres couches présentes ont constaté avec regret que la ville est en train de passer à côté de la place de la révolution de la modernité, disons, du chef de l'État. Aussi, la ville de Bandundu n'a pas eu la visite du chef de l'État il y a de cela plus de 6 ans, moins encore de son épouse, contrairement à d'autres chefs-lieux des provinces de la RDC, ont-ils ajouté. Au terme de cette journée qualifiée de réflexion, la population bandundoise présente est arrivée séance tenante à rédiger une invitation qui sera déposée à la présidence de la République. Question de faire signe au président de la République le désir qui leur anime d'être en face de leur père de la nation, ici à Bandundu-Ville. Des confrères interviennent dans cette édition à travers les lignes 20 mai 1967, 20 mai 2014, 40 ans après sa création. Le MPR sanctionne la tempête des tropiques disparaît. Aujourd'hui, ni Catherine Zouzi Wambombo, ni le professeur Vundwa Oetepe Mako, encore moins Mobutu Nzanga ou le député national Mobutu Giala ne prend le devant pour parler au nom de ce parti.
celui du maréchal Mobutu. En réalité, Mobutu est mort avec son parti le 7 septembre 1997, 4 mois seulement après avoir été chassé par Désiré Kabila et ses alliés. D'ailleurs, la plupart des Mobutistes d'hier se sont mués aujourd'hui en véritables kabilistes. Ils sont dans toutes les institutions de la République, depuis Mzé jusqu'à ce jour. Ouverture de l'Assemblée provinciale de l'Équateur après les évêques des politiciens s'en mêlent, constatent la prospérité. Ils estiment que cette mesure voile superbement le droit et la constitution de la République démocratique du Congo. Pour les sénateurs Jacques Njoli, le ministre de l'Intérieur qui semble vouloir jouer à la tutelle dans la province doit rester dans le respect du droit de la Constitution. Selon lui, les faiblesses constatées dans la gestion de cet organe délibérant, c'est une crise visible à l'exécutif provincial et non au niveau de l'Assemblée provinciale. Pour leur part, les députés provinciaux de l'Équateur ont, dans une déclaration lue samedi dernier, plaidé pour la réouverture des activités de leurs institutions. En sport, les athlètes de la RDC embarquent aujourd'hui pour Gaborone dans le cadre des Jeux africains. 10 disciplines sont concernées, à savoir l'athlétisme, la boxe, le judo, l'haltérophilie, le basketball, le cyclisme, le taekwondo, l'escrime, le tennis, la natation et le karaté. Les handballeurs de la RDC n'ont pas pris part à la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée à Oyo au Congo-Brazzaville. Quelles sont les vraies raisons de cette absence remarquée avant toute réponse? On sait que la brouille entre Brazzaville et Kinshasa, née de l'expulsion des ressortissants de la RDC de l'autre rive du fleuve, ne serait pas éloignée de cette absence. 50e édition de la Coupe du Congo de football, la FECOFA vient de rendre public le calendrier de différentes rencontres. Les hostilités commencent le 25 mai prochain avec les matchs d'SMP Lubumbashi Sport au stade Père Raphaël de la Queutule et Lupopo sera face à Nuki. Le 27 mai, Lubumbashi Sport, MK et Tancheté et Nika affrontera Nuki. Et enfin, le 29 mai, MK et Tancheté d'SMP et Lupopo, Nika. Les premiers de chaque groupe s'affronteront en finale le 31 mai 2014. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.